C'était une sombre nuit d'automne. Le vieux banquier tournait dans son bureau comme un ours en cage, se rappelant une soirée qu'il avait donnée quelques 15 ans plus tôt. Beaucoup de gens d'esprit y avaient assisté et on avait tenu d'intéressantes conversations. Entre autres, on avait parlé de la peine de mort. Les invités, parmi lesquels figuraient un bon nombre de savants et de journalistes, y étaient en majorité hostiles. Ils trouvaient ce châtiment vieilli, déplacé dans un état chrétien et immoral. De l'avis de certains, il aurait dû être remplacé partout par la réclusion perpétuelle. Je ne suis pas de votre avis. Il n'est tenté ni la peine de mort ni la réclusion perpétuelle. Mais si je puis en juger, la peine de mort est beaucoup plus morale et plus humaine que la détention. La mort vous arrache la vie en quelques minutes, alors que la détention vous l'arrache pendant de longues années. Quel bourreau est le plus humain? Celui qui vous arrache la vie pendant de longues années ou celui qui vous tue d'un seul coup? L'une et l'autre sont pareillement immorales, car ils ne mènent qu'à un seul but, la suppression de la vie. L'État n'est pas Dieu. Il n'a pas le droit d'enlever ce qu'il ne peut restituer, si bon lui semble. Parmi les invités se trouvait un jeune homme de 25 ans, étudiant en droit. Il avait une opinion sur tout. La peine de mort et la détention perpétuelle sont également immorales. Mais si on me donnerait le choix de choisir entre l'une ou l'autre, je choisirais la seconde. Mieux vaut vivre misérablement que pas du tout. C'est faux! Je parie 2 millions que vous ne passeriez même pas 5 ans en cellule. Si vous parlez sérieusement, je tiens le pari que j'y resterai non 5 ans, mais 15! 15? Pari tenu, messieurs. Je parie 2 millions. D'accord, vous engagez 2 millions, et moi, ma liberté. Et ce pari barbare et insensé fut tenu. Le banquier, alors ignorant du compte de ses millions, choyé par la vie et d'esprit léger, était dans l'enthousiasme. Plus tard dans la soirée, il ne se garda pas de se moquer de l'étudiant. Réfléchissez, jeune homme, avant qu'il ne soit trop tard. Je parie 2 millions, et c'est pour moi une bagatelle. Mais vous risquez de perdre 3 ou 4 des meilleures années de votre vie. Je dis 3 ou 4 parce que vous ne tiendrez pas davantage. N'oubliez pas, malheureux, que la réclusion volontaire est beaucoup plus difficile que la réclusion forcée. L'idée que vous pourrez sortir à tout moment vous hantera au fond de votre cellule. Je vous plains, vous savez. Il fut décidé que l'étudiant accomplirait son temps de réclusion sous le contrôle les plus rigoureux dans l'un des pavillons du parc du banquier. On stipula que pendant 15 ans, il lui serait interdit d'en franchir le seuil, de voir des êtres vivants, d'entendre des voix humaines et de recevoir lettres et journaux. Il lui était permis d'avoir un instrument de musique, de lire, d'écrire des lettres, de boire du vin et de fumer. Tout ce dont il aurait besoin, instruments de musique, partitions, livres, lettres, vin, cigarettes et autres, lui serait procuré sur demande écrite, et en n'importe quelle quantité. Le pacte prévoyait tous les détails qui assuraient la rigueur de la réclusion et astreignait l'étudiant resté enfermé exactement pendant 15 ans, du 14 novembre 1970 à midi jusqu'au 14 novembre 1985 à midi. La moindre tentative pour le rompre, même 2 minutes avant le terme, le libérerait le banquier de l'obligation de lui verser 2 millions. Les premières années, l'étudiant avait vivement souffert de la solitude et de l'ennui. Il avait refusé vin et tabac. Le vin, écrivait-il, éveille les désirs, et les désirs sont les premiers ennemis du prisonnier. En outre, il n'y a rien de plus ennuyeux que de boire du vin sans voir personne. Quant au tabac, il empoisonnerait l'atmosphère de sa chambre. La première année, on lui avait surtout apporté des livres à caractère léger, romans d'amour à intrigue compliquée, récits criminels ou fantastiques et comédies. La 5e année, le prisonnier avait demandé pour la première fois du vin. Ceux qui étaient à son service dirent qu'il avait passé toute son année à manger, à boire, toujours allongé, bâillant fréquemment et parlant tout seul d'un air irrité. Il n'avait pas lu. Parfois, la nuit, il prenait un crayon, écrivait longuement et, au matin, déchirait en 1000 morceaux ce qu'il avait écrit. On l'avait plus d'une fois entendu pleurer. Pendant la seconde moitié de la 6e année, le prisonnier s'était mis assidûment à l'étude des langues, de la philosophie et de l'histoire. Il s'était consacré à ses études avec tant d'avidité que le banquier avait à peine le temps de lui commander les livres. Dans les 4 ans qui avaient suivi, on avait fait venir, sur sa demande, environ 600 volumes. Durant le temps de cet engouement, il écrivit une lettre au banquier. Mon cher geôlier, je vous écris ces lignes en 6 langues. Soumettez-les à des gens compétents. Qu'ils les lisent. S'ils ne trouvent pas une seule faute,
ayez l'obligeance de faire tirer au fusil dans le jardin. Le coup de fusil me dira que mes efforts n'ont pas été vains. Les génies de tous les temps, de tous les siècles, de tous les pays, s'expriment dans des langues différentes, mais brûlent tous de la même flamme. Si vous saviez le bonheur céleste qu'éprouve désormais mon âme à pouvoir les comprendre. Son désir avait été exaucé. Ensuite, après la 10e année, l'étudiant s'était installé sans bouger et n'avait lu que les évangiles. Le banquier avait trouvé bizarre qu'un homme qui avait absorbé en 4 ans 600 ouvrages fort complexes consacrât près d'une année à la lecture d'un seul livre facile à comprendre et mince. Après les évangiles, on lui avait envoyé des histoires de religion et de la théologie. Durant les 2 dernières années de sa détention, le prisonnier avait lu un nombre de livres extraordinaires, sans aucune discrimination. Tantôt il s'intéressait aux sciences naturelles, tantôt il demandait Byron et Shakespeare. On recevait de lui des mots et il réclamait en même temps un manuel de chimie, un livre de médecine, un roman et quelques traités de philosophie ou de théologie. Moins de 24 heures avant la fin du pacte, le banquier commençait à s'énerver. Demain à midi, il doit retrouver sa liberté. D'après le pacte, je vais verser 2 millions demain. Si je les verse, tout est perdu. On va être complètement ruiné. 15 ans auparavant, il ignorait le compte de ses millions. Mais à présent, il n'osait plus se demander de quoi il était le plus riche, d'argent ou de dette. Un jeu forcené à la bourse, des spéculations hasardeuses et une impétuosité dont il n'avait pu se défaire même dans sa vieillesse, avaient fait peu à peu péricliter ses affaires, et l'homme fortuné, impavide, sûr de lui, plein d'orgueil, était devenu un banquier de 2e ordre, tremblant à chaque hausse et à chaque baisse. Maudit Paris! Pourquoi cet homme-là est pas mort? Il a juste 40 ans. Il va me prendre tout mon argent. Il va se marier, jouir de la vie, jouer à la bourse, puis moi, comme un gueux, je vais le regarder faire, puis à chaque jour, il va me dire « Je vous donne mon bonheur, laissez-moi vous aider. » J'en ai trop. La seule chose qui puisse me sauver de ça, la banqueroute puis du déshonneur, c'est la mort de cet homme-là. Le banquier avait pris une décision. Il tuerait cet homme qui menaçait sa fortune. Il suffit d'étrangler ce demi-cadavre. Tout le monde penserait qu'il s'est tué lui-même. Demain à midi, je recouvrerai la liberté et le droit de communiquer avec les hommes. Mais avant de quitter cette pièce et de revoir le soleil, j'estime indispensable de vous dire quelques mots. En toute conscience et devant Dieu qui me voit, je vous déclare que je méprise la liberté, la vie, la santé et tout ce que vos livres appellent les biens de ce monde. Pendant 15 ans, j'ai étudié attentivement la vie d'ici-bas. Il est vrai que je ne voyais ni la terre ni les hommes, mais dans vos livres j'ai bu un vin parfumé, chanté des chansons, chassé dans les forêts le cerf et le sanglier, aimé les femmes, des beautés éthérées comme les nuages, créées par la magie de vos géniaux poètes, venaient me rendre visite la nuit et me murmuraient des contes merveilleux qui m'enivraient. Vos livres m'ont donné la sagesse. Tout ce qu'au cours des siècles a créé l'infatigable pensée de l'homme se trouve concentré dans mon cerveau en une petite boule. Je sais que j'ai plus de raison que vous tous. Et je méprise vos livres, je méprise tous les biens du monde et la sagesse. Tout est insignifiant, périssable, illusoire et trompeur comme un mirage. Si fier, si sage, si beau que vous soyez, la mort vous effacera de la surface de la terre comme les taurbes souterraines et votre descendance. Votre histoire, l'immortalité de vos génies se glaceront ou se carboniseront avec le globe terrestre. Pour vous montrer par mes actes le mépris où je tiens ce qui fait votre vie, je refuse les 2 millions auxquels j'ai rêvé jadis comme au paradis, et qu'aujourd'hui je méprise. Pour me priver de tout droit sur eux, je sortirai d'ici 5 heures avant le délai fixé et romprai ainsi notre convention. Après avoir lu ces lignes, le banquier reposa la feuille et s'en alla. Jamais, même après de grosses pertes en bourse, il n'avait ressenti autant de mépris envers lui-même qu'en cet instant. Le lendemain matin,
Le banquier se rendit aussitôt au pavillon et constata la fuite de son prisonnier. Pour ne pas provoquer de bavardage inutile, il prit la déclaration de renonciation et, rentré chez lui, l'enferma dans son coffre-fort.